is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo! Dans une salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Ah ouais, ah ouais, ah ouais! Ah. Mon nom est Handsome GF, accompagné bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer. Mais ma femme m'appelle chérie. Mais comme disait Louis-Philippe de À la carte hier à Saint-Hyacinthe, tout... Non, c'est pas lui, c'est pas... Il disait quoi, LPT? Il me disait, hey, les gars, t'es vraiment impressionné par mes mollets hier. J'étais en Bermuda, là. Wow! T'as-tu tes Bermudas aussi courtes que ta vidéo de Lane Hudson? Ben, des Bermudas, c'est court. Ta Lane Hudson, là, j'ai des amis qui m'ont écrit tu diras à Blondin qui porte à gauche. Mais c'est pas eux qui disaient ça! C'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Comment ça, je porte à gauche? Sont bien pervers de regarder ça. C'est tes culottes, tes petites culottes courtes, c'est incroyable. Pas des culottes courtes, c'est c'est pas des culottes courtes. C'est quoi ça, des culottes courtes? Des culottes courtes, là, c'était court. Trois personnes m'ont écrit, me le disent. Blondin, il n'est pas gêné de se mettre en culotte courte de même. Mais Marc, avant d'aller plus loin... Pas gêné? Toi, t'es pas gêné de porter un chandail pastel? Ah oui, j'ai le droit. Le droit. Hey, Marc, avant d'aller plus loin, là, c'est ton anniversaire, donc bonne fête, partner! Bonne fête, partner! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, partner! Joyeux Hey, merci. Quel âge as-tu aujourd'hui, Marc? 67. 67, comme je te disais, hors d'onde. Il y en a qui, si on vu les photos du Slam Fest, ils te donnent 15 ans plus vieux, mais toi, tu te fais dire que tu as l'air 5 ans plus jeune. 10 ans plus jeune. 10 ans avec l'entraînement. Puis tout ça, hey, on va aller là-dedans. Perdons pas de temps et passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. J'écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc.
Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Ansem, avant de rentrer dans les nouvelles à Blondin, malgré que tu l'as envoyé, Ben oui. je voulais savoir comment tu as vécu toute l'histoire de R-Truth. Ben, c'est quand même très cool. Mais est-ce que c'est vraiment les fans qui ont ramené R-Truth ou c'est un work? T'sais, on peut se poser la question. Est-ce que. Parce que Triple H s'est fait demander en conférence de presse par un journaliste est-ce que les fans ont joué un rôle, blablabla, dans le retour de R-Truth? Puis il dit est-ce que tu as aimé le show? Puis il a dit ça fait partie du show. Mais j'ai vu passer sur les médias sociaux qu'R-Truth a dit non, que c'était pas un work. Donc, qui dit vrai dans toute cette histoire-là? C'est quand même cool qu'il l'ait ramené après que lui a eu. C'est comme une fausse retraite qu'il a annoncé ou un faux licenciement. Tout le monde l'a remercié, les autres lutteurs ont envoyé des témoignages. Fait que, tu sais, venant d'R-Truth, je suis pas sûr qu'il aurait joué cette carte-là de dire merci à tout le monde blablabla, pour avoir les témoignages des autres si c'était un work, mais tout est possible dans le monde de la lutte, Marc. Mais c'est quand même très cool. La semaine passée, j'ai écouté plusieurs podcasts de nos amis, dont les Antipodes, qui ont passé 40 minutes à s'obstiner sur la raison de. Et j'ai écouté celui de Jean-François Kelly, les La Rois légende de la vivante. Reine, la légende vivante. Eux autres aussi en ont parlé beaucoup. À un moment donné, c'est incroyable qu'on passe tant de temps que ça. Tu sais, je sais qu'il est populaire, mais tu sais, il y a eu. À un moment donné, je ne sais pas, je trouve que c'est une trop grosse nouvelle. Mais en tout cas, si c'est. La WWF s'en est bien servi pour ramener ça big. T'sais, ils l'ont ramené pour s'attaquer à John Cena. Ils servent du real-life drama souvent pour ramener ça à l'écran. Puis il y a des choses de bonnes qui s'en viennent avec ça, mais très, très cool si la réaction des gens, c'est qu'il n'était pas juste aimé par le public, il était aimé par ses pairs. Oui, souvent, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Après avoir passé 18 ans, je pense, pour la compagnie. Donc, non, c'était quand même spécial qu'ils reviennent hier. Mais hier, on enregistre dimanche matin, qu'ils soient revenus à Money in the Bank samedi soir. Moi, je regardais les résultats que je n'ai pas eu la chance de trouver de TNA de vendredi aussi. Et je me demandais si on ne le verrait pas arriver à TNA là, avant de savoir que hier, il serait à Money in the Bank. Là. Et voilà, on en a parlé, nous autres aussi. Donc, tous les podcasts en ont parlé, il fallait en parler. Mais nous autres, passons aux choses sérieuses, Marc. Parle-nous des poids et de l'entraînement. C'est ça qui intéresse les auditeurs du CIM. Ce matin, 191. Oh! Oui, ça, je suis content, là. Très content. Bravo, Marc! Oui, ça va bien. Mon entraînement est plus. J'ai plus chaud. J'ai l'impression que je dépense plus de calories que je faisais avant. On dirait que je travaille plus, fait que ça pousse fait la effet. machine. Je pousse la machine, exactement. J'aime ça que tu me traites de machine. Une vieille machine, mais pousse la machine. 67 ans aujourd'hui, t'as dit? Exact. Incroyable. On continue, Nouvelle à Blondin. Parle-nous de ta soirée avec les frères Proulx. Est-ce que ça a eu lieu, ça? Oui, ça a eu lieu. Puis le fait qu'on avait parlé lors du podcast qui me payerait le souper, il était mal à l'aise. Fait que les deux, ils ont. Guillaume, lui, je pense qu'il n'y a rien qui y appartient, là, à part un sac à dos. Mais Marc-Antoine, il y a des cadres signés de plein de monde, là, entre autres des tennismen. Puis il est obligé d'hypothéquer ça pour me payer un lunch à 40$. Là, fait que, mais non, c'était le fun. T'es allé au Centropolis. On a pris une bière du côté du Balthazar sur la terrasse. Après, on est allé au Jack Flat. Jack Flat, je l'ai, là. Bravo, Marc. Je l'ai. Ben, j'ai pas été impressionné, honnêtement. Tout le monde en parle, la grosse affaire. Ouais. C'est sûr que toi et moi, on est allés à Nashville. Là. Fait que c'est sûr que quand tu rentres là, avec les arbres de Noël à l'envers, puis les waiters qui se prennent des vrais cowboys, puis le chanteur que tu peux pas te parler parce que c'est trop fort, puis j'ai trouvé, honnêtement, la bouffe était correcte, mais j'avais fait l'erreur, j'étais affamé dans l'après-midi. J'avais fait l'erreur de commander un nachos. Ça m'a bourré.
Puis quand je suis arrivé là, ben, j'ai mangé un peu de viande fumée. Ouais. Ben, pas du smoke meat, là, mais des différentes viandes qui ont La été. brisquette. Exact. Et mais si j'ai le choix, je préfère le Robbie's. Je trouve le Robbie's, c'est plus calme. C'est pour jaser avec un chum, là. Ouais. Entre autres, Pat Maltais qui m'a dit on va manger au Robbie's bientôt. Oh! Je vais probablement y aller avec Kelly aussi, parce qu'on a parlé de Kelly tantôt. Mais Oui. Kelly est en train de mettre over David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, Ah, t'es été voir Pneumac Côte-Saint-Louis? ben oui, je suis allé, puis j'avais échappé un gant à terre. Et est-ce que tes mags sont sur ta Mustang? Ben oui, c'est ça Mustang, ça fait un mois, là, mais il faut que j'aille la laver tantôt comme cadeau, je me fais ça. As-tu une nouvelle de Stéphane Sinitsky, le Stone Cold des pauvres? Il va très bien. Bon, Il a bonne même, nouvelle. ouais, il a même fait une visite. Il m'a envoyé une affaire cette nuit. Là. Tu sais, un genre de vidéo que tu écoutes, puis ça te fait peur à la fin. Là. Oui, oui, oui. Et je posais d'aller souper avec lui chez lui dans les soit demain ou après-demain, là, mais des premiers jours de la semaine. Wow, que des bonnes nouvelles cette semaine. Mais des je nouvelles disais abondantes. donc, Oui. Donc. que Jean-François Kelly a parlé du don Juan des pauvres sur Ah son oui? podcast. Et ça me fait rire Incroyable. parce que David a dit as-tu écouté Les Rois de la Reine? Fait que là, ça m'a intrigué. Puis là, c'est quand même comme notre podcast, c'est long. Ouais. Fait que finalement, je dis, écoute, je suis rendu à 40 minutes, j'ai rien trouvé vraiment. Là. Qu'est-ce que. Ah, il dit, c'est la dernière minute. Fait que la dernière minute, c'est ça. Et Kelly qui dit, le don Juan des pauvres, le pauvre devrait être Blondin. Fait que là, j'ai appelé Kelly, j'ai dit, le don Juan des pauvres, comment moi je peux être les pauvres? Tu sais, fait que, mais tu sais comment est-ce qu'il est, Kelly? Hein? Eh, boy, Marc, tout Parlant ça de pour Kelly, ça parlant de pour Kelly, ça. Ben oui, vas-y donc. on est supposé d'aller ensemble rencontrer Richard le Magnifique, Oh! qui a quelqu'un qui a amené, qui a fait écouter le podcast de la semaine passée. OK. Et il m'a appelé, puis trouvé ça bien, puis il dit finalement, j'aimerais ça qu'on fasse une entrevue, puis te dire les vraies affaires, puis tout ça. Bon, c'est Fait que, bonne nouvelle. comme j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, je dis bon, ben, je pourrais peut-être y aller avec Kelly. Kelly pourrait m'aider à enregistrer, puis on le diffuserait sur le sim et lui pourrait le prendre pour la semaine d'après sur les Rois de la Reine s'il veut ou des segments. Fait qu'on Wow, on c'est le regarde fun, ça. On regarde ça. Ouais, c'est le fun. Wow, hey, c'est un segment du bonheur cette semaine, les nouvelles à Blondin. Puis on continue. Tu as fait une rencontre avec David Buchanan à la référence de mon chum Martin Brissette pour aller te gâter et faire des achats. Ouais, faut, là, ceux qui sont pas sur YouTube, ben tant pis, là, mais je vais te montrer certaines choses, OK? Vas-y, Marc. D'abord, pour David, je vais trouver David Jouan. J'ai trouvé un drapeau américain autographié par Raymond et Jacques. Oh, les Fabulous Rougeau Brothers. Il est tombé, là. J'ai le drapeau du Québec. Signé par Raymond et Jacques. Exact. J'ai acheté. Oh, les Bushwalkers. Bushwalker Luke. Ouais, signé par Luke et R.I.P. Butch Miller à côté. Je suis vraiment content. Oui. Il sera à Simmania 11. Doink the Clown. Donc, Doink, Marc. Il y a un I. doink, Pas doink. Donk. Donk et Dink. Ça, j'ai hâte de voir si on va le rencontrer. Oh, c'est. Comment ça s'appelle, ces toutous-là? De Matt Hardy. Superstar Buddy. Les buddies, ouais, c'est ça, les wrestling buddies. Matt Hardy en Broken Matt Hardy. Ouais. Mais la pièce que même Martin Brissette pensait pas que le gars voulait vendre, check ça. Le coin de ring WWF signé par qui? Les Killer Bees. Et les Fabulous Rougeau Brothers. Incroyable. Fait que tu t'es gâté de ta fête. Jumping Jim Brunzell puis B. Brian Blair.
Wow! Hey, Fait tu t'es que gâté? ça, là, ça devient une des plus belles pièces que j'ai, là. Fait que toi qui n'étais pas sûr des fréquentations, des contacts de Martin Brissette, faut que tu y Ah dises oui, que lui, j'ai écrit, j'ai oui, envoyé une vidéo, il m'a une répondu. vidéo. La même vidéo que je t'ai envoyée à toi que tu n'as pas Oui, répondu. exactement. Puis Martin Brissette m'a dit, c'est drôle la vie des fois, hein? Je passe du gars qui écrit trop souvent au gars qui reçoit un message vocal puis J'ai un jamais message dit vidéo. qu'il m'écrivait trop souvent. Très souvent. C'est Excuse-moi. pas Hey, pareil, ça. S'il n'est pas culturé puis comprend pas puis c'est pas lire, c'est son problème, là. il a même pas lu, il nous écoute. Et bye bye. Hey Marc, je continue là parce que c'est un feu roulant les nouvelles à Blondin. Dominique Desbiens, 4 tables à Simmania 10. Qui est Dominique Desbiens? Ben, c'est le fils de monsieur et madame Desbiens. Oui, mais pourquoi tu veux qu'on parle de lui, Monsieur Desbiens? Ben, parce qu'il a acheté 4 tables. C'est le fun, quelqu'un qui achète 4 tables d'une shot. C'est un ami à Gorgeous Mike. Oh! Il m'en avait parlé, mais tu le sais, comment que le monde parle et que souvent les babines ne suivent pas les bottines. Oui, Fait que au lui, il a contraire, acheté. les bottines ne suivent pas les babines, mais t'étais proche. Ben, ça dépend. Si le gars, ça dépend quel bar qu'il va. Eh, vas-y. Mais en tout cas, continue. il m'a confirmé, il a acheté 4 tables, bang, 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 bang. Ça va être le fun pour Simmania 10. Merveilleux. Hey, je continue, Nouvelle à Blondin. On est encore dans Simmania 10. Est-ce que tu veux qu'on se parle de notre ami Normand César? Oui, parce que c'est confirmé. Quand je lui ai parlé, tu sais, je t'ai dit, je t'ai-tu parlé des poutines? Non, tu m'as parlé des sandwichs gourmet italiennes. OK, mais ça va être plus des. Il va offrir des poutines mais au lieu des frites. C'est des gnocchis. Poutine au gnocchi. Oh! Ça doit être vraiment. Ça a l'air que c'est complètement Spécial. débile. Comme les fruits, comme les légumes, comme les poissons, mais on va pas au japonais. Tagadak! Non, il n'y aura pas de comptoir japonais à Simmania. Non, Simmania. mais il va avoir un. C'est ça. Je pensais que c'était pour être une table avec des sandwichs, mais non, ça va être plus que ça. Fait que Normand Césaré, la shop à part sera présent à Simmania 10. Et parlant de cela, hier, en m'en allant à Saint-Hyacinthe, Simmania 10, Marc, parenthèse, le 12 juillet prochain. oui, à pour camping, Non, c'est pas au camping, c'est où? sous l'immense structure au Parc des loisirs Oui. sur la rue Bernard, D'accord. présenté par À la carte. Et hier, je suis allé Oui. chez la mairesse, Directement chez elle? directement chez elle. T'es allé les saluer. Ouh. Elle et son chum Luc qui va très bien, Oui. qui m'ont complimenté pour ma perte de poids et que j'avais de l'air en forme et tout ça. Et je leur ai amené les affiches de Simmania 10. Ils ont trouvé que ta photo était très grosse. Fait que j'ai dit, plus petite que ça, on ne l'aurait pas vu. On dit, ouais, ça aurait peut-être été une meilleure idée. En plein milieu. Mais bon. Mais, je leur ai amené leurs billets. Alors, ils ont 2 tables VIP et ils ont 200 billets, puis ils ont commencé à les vendre hier. Ils ont des demandes, des demandes. Si ce qu'ils me disent, c'est vrai et qu'il va y avoir du monde là. Elle est mieux de ne pas se mêler de mes affaires, elle, la mairesse Marie-Hélène Demers. Sinon, ça va aller mal. Hey, la semaine passée, tu l'as appelée Marie-Christine. C'était drôle. Non, c'est ça. toi, ça a été amnésique. Tu t'en rappelles même pas. Incroyable. Hey, je continue, Marc. Parle-nous donc de hier, le break de cartes que tu es allé faire au Palais Ah, des Congrès de Saint-Hyacinthe. C'était vraiment spécial. Spécial, comme dirait Marguerite. Ben oui. On est allé là, c'était une journée un peu comme toi et moi, on a fait dans la grande salle, Ouais. mais moi, on m'avait demandé d'animer en soirée. Donc, de 19h à 21h30, c'était un trade night. Ça veut dire qu'on était 60 quelques personnes, ce qui était plus que prévu dans une petite salle. Moi, j'avais mis une murale, un rideau de Simmania. Oui. Je faisais le quiz. Les gens, il y avait un genre de. J'avais amené un Plinko. Les gens pouvaient gagner des cartes de lutte. Oui. Puis c'était le fun parce que, comme je leur ai dit, vous autres, là, vous m'avez amené dans votre monde de hockey, de cartes de hockey. Là, ce soir, moi, je vous amène dans le monde de la lutte et des cartes de lutte. Fait que c'était vraiment le fun. Et il y avait une boîte qui ouvrait de 6 cartes qui vaut, il appelle ça un break.
Ça, ces 6 cartes-là, la boîte, il y a 6 cartes dedans, elle coûte 1500 pièces. Wow! OK? Puis, tu pouvais avoir une carte de... Tu peux avoir, si tu es chanceux, la carte de Connor Bedard qui vaut 1450 $. Pas vrai, pas vrai, pas vrai. 14 750 $. 14 000. Wow, Ouais. OK. Et ils vendaient des paquets gold. Moi, j'en avais acheté et j'avais gagné un des 6 potes une des 6 cartes. Alors, on a tout fait ça sur un live et c'est moi qui est allé, le finaliste, celui qui devait avoir la plus belle carte, Tu l'as pas eu. qui avait une chance d'avoir la carte de Connor Bedard. Mais non, j'ai eu une carte de Akito Heroes autographiée. Je OK. pense que j'ai jamais joué un Christine match dans. Jamais entendu ça. Non, il est pour l'équipe de la Ligue américaine des Canucks. Belle carte, par exemple, qui vaut une centaine de piastres. Donc, OK. j'ai récupéré mon bon montant. Mais la déception, le monde, écoute, le fils J'écoute. à Louis-Philippe, il shakeait eux autres, là, c'est comme la fin du monde faire Ouais. ça. Il y a tout un processus. Mais quand ils ont vu ma carte, tout le monde a fait comme Ah! Tout le monde était déçu pour moi. Moi, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Mais c'était le fun, mais j'aurais pu avoir une carte qui. Il m'a dit tu pars une carte entre 50$ puis 14 000. Une à 100$. Ça aurait pu être plus 12 000. Ben oui, mais c'est pas Très grave. intéressant. J'ai aimé l'expérience et tu le sais, l'expérience à mon âge, c'est jamais fini. L'expérience, comme disait Gilles Tremblay. Hey Marc, on continue. On s'en va à Slammiversary, renommé et rebaptisé Anniversary le 20 juillet prochain dans le cadre de TNA Wrestling à New York. Et là, c'est la vente folle furieuse de notre chandail, les participations pour gagner les chandails de Lane Hudson. Et toi, de ton côté, t'es en feu, là. Puis le pire, Ansem, c'est que j'ai pas poussé. J'ai fait la vidéo où tu dis que je porte à gauche. J'ai eu des commentaires là-dessus, les petites culottes courtes. Moi, là. je n'ai pas eu pas tout de commentaires. Fait que tu vois que ta gang à toi, c'est des pervers. Il n'osait pas te le dire. Il disait, il en repère, il se met en petite culotte courte pour faire des vidéos. C'est pas des culottes courtes, c'est des shorts. L'été, c'est Short, des short. shorts. Des culottes courtes, arrête. Là. Avant, j'avais des culottes courtes en bas des genoux. Ma femme, elle me disait, voyons donc, jette ça, là, ça se porte pas. Puis aujourd'hui, j'ai des shorts d'entraînement, puis je porte à gauche. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis amanché, je suis un étalon. L'étalon Blainvillien. Incroyable. 36 billets que j'ai vendus. Mais ce qui est intéressant, les frères Prou, ensemble, en ont acheté 14. Wow. Kim, mon ex-belle-fille, en a acheté 5. Un autre 6. C'est rare que quelqu'un n'achète un. Il y en a quelques-uns. Mais Lane Hudson, c'est hot, là. Oui, c'est hot. Et je vais refaire une autre vidéo. Bravo, Marc. Mais ça serait le fun de se rendre à 120. Pas le fun pour ceux qui achètent, mais pour nous, on a jasé un peu. Là. Vu qu'on s'en va là en famille, tous les deux, on ne sera pas 17 dans la même chambre. Non. Alors, on verra et c'est un cochon. Qui vivra verra. Salutations à notre ami Georges Vera. Oui, Sûrement à l'écoute. oui. Et là, tu ne me traites pas de vieux Vera. Tu es un vieux Vera encore plus aujourd'hui parce que tu as vieilli. Mais je te dirais que les cochons, c'est plus ceux qui regardent mes shorts en disant quel côté qu'ils portent. Mais en tout cas, Non, le vieux cochon, c'est celui qui une porte. autre histoire. C'est à suivre. Les gars Mais portent des c'est culottes ça. courtes. Dépêchez-vous, achetez vos participations. Toi, tu en as une dizaine de vendus, presque Ouais, exact. 10. Exact. Fait qu'on a presque 50 et j'écoutais le podcast la semaine passée. On s'était donné 10. comme objectif d'avoir 10 de plus, d'être rendu à 20. Bien là, on est à quasiment 50. Alors, bravo. On lâche bien. pas. Et je sais que tu rencontres ta gang de baseball ce soir. Fait que peut-être que tu vas avoir quelques participations aussi. Oui, on va aller là. On parlait de Simmania à Sainte-Madeleine. On parlait du chandail de Lane Hudson. Hey, avant de terminer les nouvelles à Blondin, partner, Simmania 11, Annie Rabel, la fameuse salle à Val-Espoir. Là, le contrat, c'est réglé. C'est fait. Je l'ai ici. Il est signé avec la ville de Mirabel, le logo officiel. Tout est fait. Je suis content. Content, mais nerveux parce que j'ai pas toute l'équipe qui enrobe habituellement à l'entêté.
Ouais. Tu sais, comme là, faut que je check la bière, comment ça fonctionne. Faut que je check pour la bouffe. J'ai parlé avec Normand Césaré. Comment il s'appelle, lui, déjà? Normand César! Alors, il y a beaucoup à faire parce que c'est une salle que tu loues. Ouais, Je exact. pense que ça va être vraiment le fun. Il faut que je me trouve quelqu'un, soit, j'ose pas demander à David Jouan, mais pour faire le plan de salle. Ouais. J'ai la base de Mirabel, mais c'est une belle salle. Ça va être le fun. Et d'ailleurs, je suis en train de commander les cadeaux VIP pour Simmania 10 et pour Simmania 11. Alors, parce que ceux qui achètent des tables VIP, chaque personne reçoit un souvenir de Simmania. Incroyable. Hey Marc, ça termine les nouvelles à Blondin cette semaine. Passons tout de suite dans le vif du sujet, même si ça fait 45 minutes qu'on donne les nouvelles à Blondin. Cette semaine, on parle du fameux sujet tabou, controversé dans le monde de la lutte. C'est toujours le match de l'année. Quel est le match de l'année? Combien est le match de l'année? Et on a plusieurs bons invités cette semaine. Mais On a je le veux professeur- t'amener, Oui, je veux vas-y, t'amener Amène-moi, pourquoi Marc. que j'ai eu cette idée-là. Vas-y donc. En écoutant les podcasts, surtout celui de nos amis des Antipodes, Oui. où on a le droit de sacrer, j'en revenais pas. Qu'est-ce qui a tombé? Là? J'en revenais pas que entendre si souvent à chaque semaine, oh, ça, c'est un potentiel de match de l'année. Ça, c'est. J'étais là, voyons donc, pour moi, là, le jeu de l'année au hockey, c'est comme wow! Il y en a 2, 3, puis à la fin, tu en Ouais. choisis un. Mais les matchs de l'année, c'est à chaque semaine que j'entends ça. Alors, j'avais le goût d'avoir l'opinion de mon partner Ansem qu'on aura à la fin. Oui. Mais de 3 personnes avec qui que j'aime leur input. Ces 3 personnes-là sont David Jouan, David Jouan. le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, on va laver ma Mustang. Là, Bon, dans- c'est qui dans l'autre quelques invité minutes. après, là? Pat Laprade, Le Coy. le Coy, qui, lui, c'est bien intéressant parce que sa courte liste. Alors, non, je ne vends pas Non, rien. je vends Écoutez-la. Écoutez l'entrevue. Et le troisième, le professeur Bertrand Hébert. Alors, ces 3 personnes-là ont des visions sur le match de l'année, sur les matchs 5 étoiles. Tu sais, il y en a 2, ça, je peux vous le dire. David Jouan et Bertrand Hébert qui sont vraiment proches un de l'autre et OK. qui parlent d'émotion. Et Pat, lui, c'est autre chose. Fait que je pense que c'est de mise de faire un épisode sur ce sujet-là. Donc, la table est mise. The table is Poutine. Oh, Poutine. Non, Ognaki, j'espère. Hey, Ça on va à doit la être pause, puis après la pause, on y va en rafale. On va faire les 3 entrevues, une après l'autre. David, suivi de Pat Laprade, suivi de Bertrand, puis nous, on revient à la fin pour nous parler de nous, ce qu'on aime dans les matchs de l'année. Mesdames, Messieurs, on est content de le recevoir à titre d'invité cette semaine, le directeur général propriétaire du CIM, nul autre que David Jouan, le Casanova des pauvres. Non, Marc. Ah là, je ne sais pas sa ligne au complet. Ça vient pas, hein? Comment ça va, David? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Tu as regardé le week-end dernier, tu t'es amusé à regarder du soccer, hein, du football. Comment vous appelez Oui. ça, vous autres? Nous, on appelle ça du football, hein. Foot pour pied, ball pour ballon. Donc football, on joue au ballon avec les pieds, donc c'est du football. Il n'y a pas besoin d'appeler ça soccer ou je sais pas quoi. Foot, ça veut bien dire pied, non? Oui, mais je me demande d'où c'est sorti soccer. Hey, on sait qu'en anglais, soccer peut être un sucker punch ou, tu sais, t'as Oui, le mot je- sock aussi qui est pas. Mais on n'est pas là pour parler de foot ou de soccer. On est là pour parler du thème de cette semaine parce que je cherchais avec Ansem la semaine passée un synonyme de je suis tanné, je suis écœuré, je suis. Lui, il me disait. J'en ai ras le pompon. Ah, Non. ouais, ras-le-bol aussi, ras-le-pompon, Ras-le-bol. d'entendre couramment
les mots match de l'année. Tu sais, je comprends qu'un combat peut être 5 étoiles, 4 étoiles, 4,7, gna, 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 gna. Mais d'entendre match de l'année, semaine après semaine, et en plus, je ne regarde pas tout ce qui se fait à la télé sur le catch. Alors, c'est quoi un match de l'année pour qu'il y en ait 3000 dans l'année? Et mon invité, David, va me dire, selon lui, c'est quoi un match de l'année? Très bonne question, hein. Je n'ai pas forcément de réponse à t'apporter. Non, pour moi, ce que je vais définir dans le match de l'année, c'est souvent quand je regarde un événement, tu sais, nous on regarde ça maintenant en famille, mais c'était pas forcément le cas par le passé. Je regardais ça plutôt seul, isolé. Puis de temps en temps, j'avais des amis qui venaient, puis je leur montrais un ou deux matchs. Et donc, ce que je vais appeler match de l'année, c'est quand je voyais un événement, et il y a un moment, il y avait ce côté, voilà, ce match, faut que je le montre à quelqu'un, si à un moment on me demande, tiens, est-ce que tu peux me faire voir un combat de catch ou de lutte, et ben, c'est ce combat que je vais choisir. C'est parce que le combat à lui-même suffit à, à bonifier la chose. On peut avoir des combats qu'on va adorer à cause de l'histoire, Oui. mais si tu veux prendre le match seul et le montrer à quelqu'un, il faut que ça aille au-delà de l'histoire. Il faut que la démonstration, il faut qu'il y ait un côté waouh. Oui, mais est-ce que ça fait, ton explication, est-ce que ça fait de ce combat un combat de l'année? Ben, pour moi, c'est une expression pour dire que c'était un très bon combat. Alors, déjà, on va séparer un petit peu en deux la WWE puis les autres fédérations, la All Elite Wrestling par exemple, puisque la All Elite Wrestling, on va plus avoir un côté lutte qui se combat après combat. Ce qui fait d'ailleurs qu'à la fin d'un événement, tous les combats ont été bons, mais on a digéré ça et on en a pris plein la mirette. Et puis, j'ai presque envie de dire, malheureusement, mais en tout Plein cas, c'est la mon quoi? cas. Plein la quoi? La Plein la mirette? mirette. C'est Oui, quoi une mirette? plein des yeux. Ah, mirette. Eh bien. Mirette, voilà. Et une expression de plus pour Monsieur Blondin. Le, malheureusement, quelques jours, quelques mois après, on se souvient plus forcément des matchs. Et c'est malheureux à dire, mais si vous prenez un événement, mais avec des combats qui sont plutôt moyens, et à un moment dans cette carte, vous avez un combat 5 étoiles, comme tu disais, on se souviendra de ce match comme celui qui a élevé l'événement, celui dont on se souviendra. Et donc c'est pour ça que l'expression match de l'année, alors effectivement, quand on parle de match de l'année, par exemple sur un match qui a lieu au Royal Rumble, alors qu'on est en début d'année, je suis d'accord avec toi, ça veut pas dire grand-chose. Mais ça veut dire que peut-être qu'à la fin de l'année, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, on se souviendra encore de ce match. Et c'est pour ça que souvent on parle de combat de l'année au-delà d'un très bon combat. Donc, c'est une expression qui ne veut pas dire les mots de l'expression. C'est devenu, ça fait bizarre ce que je viens de dire, là, mais c'est devenu, on dit match de l'année, mais mon exemple, c'est le Billboard de musique. Tu sais, le numéro un, le hit numéro un de l'année 2024, ben c'est ce qui a été le plus populaire, le plus gros hit musical. Tandis que Oui, là, mais alors, nous, les combats de l'année, dans le fond, je trouve qu'on utilise mal ce terme. oui, alors peut-être un peu. Là déjà, on pourrait parler de combat de l'année pour les années précédentes. Par exemple, pour l'année 2025. On est au mois de mai, on peut parler du combat de l'année, c'est galvaudé, puisque peut-être que dans un mois, 3 mois, 4 mois, on va avoir un match qui va surpasser celui qu'on a vu. Donc, effectivement, de parler de combat de l'année sur une année en cours, ça peut être une erreur. Après, j'en reviens quand même à cette définition. On va dire, ça va au-delà d'un excellent combat. Je vais prendre un exemple. On va remonter en arrière, WrestleMania 10, hein, donc 94, tu vois, j'ai pas trouvé d'exemple plus récent. Il y a un excellent combat d'ouverture, Bret Owen, qui est excellent à regarder, qui est aussi excellent à cause de toute l'histoire qui est autour et l'alchimie qui est entre les frères Hart. Il n'empêche que de cet événement-là, ce que beaucoup de gens retiennent,
c'est le match Razor Ramon Charles Michael, le match de l'échelle. Et comme je te disais, si tu veux impliquer les gens dans l'histoire, tu leur fais voir toute l'histoire de la famille Hart et tu leur fais voir le combat de l'échelle, il y a beau y avoir une storyline derrière, le combat se suffit à lui-même. Ouais. Donc c'est vraiment ce côté, tu prends le Hell in a Cell du King of the Ring 98, Undertaker, Mankind, on en parle encore aujourd'hui, on fait un Dark Side of the Ring encore sur le sujet ou autre. Là, on peut parler de combat de l'année, même quand au moment où il a lieu, en juin 98, quand on voit ça, c'est- tout de suite, là, oui, je pense qu'à l'époque, on parlait du combat de l'année alors qu'on était qu'au mois de juin. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait utiliser ce terme dans la dernière semaine de décembre et C'est, dire, OK, bah, je dirais voici même la la première de première janvier? de janvier, de Oui, janvier. Et puis bah oui. il y a des spécialistes hein, pour organiser les top, les top 5 les top 10 alors Ouais. à partir du moment, et puis alors, je sais pas si Pat Laprade nous écoute, mais je pense pas que c'est lui qui va me contredire. À Mais partir du moment où vous il est faites, dans nos invités cette semaine d'ailleurs. ben voilà, mais bah, tu pourras lui dire, mais à partir du moment où on fait un top, de toute façon on va avoir la contradiction, on va dire non, c'est pas vrai, c'est pas lui. Ouais. Ne serait-ce que de poser la question, tu dis le match de l'année, tu dis quel est le plus grand lutteur de tous les temps? Bon, ben moi, si je te dis que c'est Bret Hart, je vais avoir 10 000 personnes qui vont me dire l'inverse ou autre. Donc, quel est le combat de l'année? Ça reste aussi le tel Ouais. que nous on l'a vécu. Après, pour répondre à ta question, oui, c'est une hérésie de dire en janvier, en mai, le combat de cette année, c'est ce combat-là, alors que l'année n'est pas terminée. Du côté de indie, de la lutte indie, du moins au Québec, c'est très, très, très utilisé. Je l'entends souvent. Mais pour toi, quelle est la différence entre le combat de l'année ou un combat de l'année et un combat 5 étoiles? Puis, pour moi, il y en a pas. Après, ça va être une histoire d'échelle entre le 5 étoiles, le 5,02, le 5,03, et à la fin, on va finir avec le combat de l'année. Puis, comme je te disais, ça dépend de toi, comment tu as ressenti le combat, comment tu as été impliqué dans la chose. Je prends toujours l'exemple aussi de WrestleMania 11, que tout le monde décrit comme un des plus mauvais WrestleMania. Moi, à l'époque, voilà, j'ai 14 ans, je vois Lawrence Taylor, Bam Bam Bigelow, la feud, semaine après semaine, me fait que je suis pris dedans. J'adore regarder le combat. Le combat est nul. Donc Mais la après, storyline était bonne. Ou mais à t'amener pour là. moi, Pour Ouais. moi, en tout cas, et c'est ce qui a fait que j'ai enregistré toutes les émissions pour pouvoir me repasser les choses. Et c'est à partir de là que, donc, malheureusement, j'ai pas arrêté après, mais c'est donc après, c'est mon exemple à moi, et c'est quand on va me parler de 95, c'est ce que je vais vouloir montrer aux gens. Tu vas demander à 99% des fans aujourd'hui, ils vont te dire que WrestleMania 11, c'était du fumier, c'était une purge, c'était tout ce que tu veux. Moi, ça reste l'événement qui a fait que je regardais chaque semaine pour savoir les nouveaux développements. C'est fou d'une personne à l'autre selon où tu es, l'âge que tu as, comment. C'est vrai. Si tu aimes le lutteur, si tu aimes, il y en a qui vont adorer les lutteurs qui vont faire trois moonsaults supérieurs, on va regarder des gymnases. Il y en a qui vont commencer à te dire, j'en peux plus de voir des gens faire trois saltos, se tourner autour avant de se frapper. Donc il va y avoir autant de personnes. Il y a encore des gens qui aiment le style hardcore aussi à l'époque de l'ECW avec des Mhm, barbelés ou autres. mhm. Euh, on parle encore du match de Sabu où il tombe dans les fils barbelés, où il se recoue limite en plein match pour continuer. Il y en a qui vont avoir horreur de ça, d'autres qui vont parler encore, je disais Mankind Undertaker, il y en a d'autres qui disent ça c'est pas de la lutte. Il y en a qui vont plutôt te parler de matchs de Bret Hart ou de Chris Benoit, Kurt Angle au Hmm. Royal Rumble de 2003 qui est un classique du genre. Donc après, c'est les sensibilités de chacun. Et c'est pour C'est moi, vrai. je résumerai à ça à la fin de l'année. C'est si tu me dis, tiens, montre-moi un match de 2024, bah, c'est le match qui m'aura marqué, qui m'aura provoqué le plus d'émotions. Et c'est celui-là que je vais te montrer, que je vais déclarer combat de l'année. Nous sommes début juin et il y a donc 5 mois de passé. À la WWE, est-ce qu'il y a un combat jusqu'ici dans les 5 premiers mois qui fait que ça pourrait être ton combat de l'année?
J'ai adoré l'opener de la nuit 2 de WrestleMania cette année avec Rhea Ripley, Io Sky, le, et j'ai mangé la dernière, et Bianca Belair. J'ai adoré ce match. Alors, Ça a mis la table. ça a mis la table de Table is Putin. Voilà, ça a mis la table pour WrestleMania. Ça fait partie des moments. Mais d'ailleurs, tiens, comme quoi je serais pas forcément logique. Si on me disait, montre-moi un bon match, je montrerais ce match-là en disant, ouais, voilà, j'ai adoré. Et si on me demande, montre-moi un match excellent où la foule a bien popé, puis bah limite, je montrerais Joe Hendry contre Randy Orton. Hmm. Alors que tu vois, le match est pas énorme. Non. Mais l'émotion que ça a procuré de le voir arriver sur place ou Hmm. autre. Donc c'est pour ça que c'est l'Ultimate Warrior à WrestleMania 12, le retour après plusieurs années d'absence. Il affronte Hunter S. Thompson. Le match est pas terrible. Non. Il vend Ben, aucun coup, rien. il n'y a Mais par jamais contre, je Ouais, l'ai regardé des milliers de fois parce que la pop pour le retour, c'est le retour de l'Ultimate Warrior. Donc ouais. c'est Parce que là, tu as vraiment un exemple de lutteur qui ne devrait jamais être dans un match de bah, l'année, Ultimate Warrior. Là, comme et Hogan, pourtant. d'ailleurs. Comme Hogan, et pourtant, bah, si on prend l'année 90, hein, pour beaucoup, le match de l'année, c'est Hogan contre l'Ultimate Warrior à Ouais, WrestleMania 6. ouais, Mais ouais. ça reste aussi les émotions que ça a Exact, apporté à ce moment-là. exact. On le dit à chaque fois, Marc, c'est des émotions. Et parlant d'émotion, tu sais que c'est confirmé, je m'en vais chez toi, je m'en viens. Ça s'en vient. Voilà, on pousse les meubles, on vous attend. Oui, et oublie pas d'avoir de l'alcool, mais pas de saké, Voilà, s'il te plaît. Ouah, d'ici là, c'est bon, ça sera passé. Mais promis, je fais livrer des caisses et une citerne. David, merci d'avoir participé à titre Posthume. d'invité. Ouais, non, pas posthume, mais d'invité sur le thème de cette semaine, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais aller plus loin. Et avec les prochains invités, Pat Laprade et Bertrand Hébert, on va voir comment eux voient ça. Peut-être un peu plus du côté de la lutte indie au Québec, mais on voulait avoir Ouais. ton opinion. Alors, un gros merci. Eh ben, c'était avec plaisir. Et n'oublie pas aussi que quand on dit ça a été le match de l'année, ça fait de la pub pour l'événement et ça donne envie aux gens de revenir la fois d'après. Handsome JF, Mike Santana, peut-être combat de l'année, Qui sait? qui sait. Votre duo d'animateurs préféré aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Mesdames, messieurs, sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, on reçoit celui qui a un gros bras poilu. On vient de voir ton poil de proche. Ah, j'ai pas Pas j'ai de déposé. poche, pas de Non, poche, de non, proche. Mon poil de proche, parce que j'ai déposé mon sel sur mon support cellulaire qui est en arrière de ma caméra. Désolé pour ce poil, mais oui, bien poilu, Et bien en forme, bien en forme. Oui, avec absolument. avec un nouveau veston. On a vu ça. Un ancien nouveau veston. C'est mon habit d'annonceur. Je me dis, si un lutteur met toujours le même gear pour lutter, ben, je peux mettre le même gear pour annoncer aussi. Puis Alors, tu mets le même gear pour chaque photo que tu as un veston. c'est chemise noire, veston gris, jeans bleus, puis mes Jordans blancs et bleus. Ouais, Wow. absolument. C'est mon Bon, gear on n'est d'annonceur. pas là pour parler de mode vestimentaire, mon cher Pat. Non. J'écoute votre podcast assidûment et tu sais que la Merci. semaine passée, je t'ai même appelé pour te dire qu'est-ce qui se passe. Et Effectivement. j'en revenais pas que vous pouviez prendre des vacances de même, vous autres. On là, n'a mais- pas pris des vacances. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Mais Kevin et moi, on n'avait pas un horaire qui fitait, mais vraiment pas. Puis il y avait des trucs spéciaux qui se sont passés chacun dans nos vies cette semaine-là. Donc, ça n'a juste pas à donner. Puis on est revenu à la charge. Et aujourd'hui, là, on se parle
Et pour nous, c'est une grosse journée de taping. Là. On fait à peu près 4-5 podcasts aujourd'hui. Là. Donc, Bon, ben, je vais me voilà. dépêcher. Je vais me dépêcher, j'ai compris le message. Non, mais je, tu fit, là. Mon mais, setup est déjà fait, là. mais je suis moins gêné depuis que tu nous as fait poireauter et que Ah, tu je t'es le pas sais. levé. Je le Fait sais. que, Je le Pat, sais. je voulais te parler, puis justement, ce matin, en courant sur mon tapis roulant, j'écoutais votre podcast de la semaine passée. Ouais. Puis j'entends, et pas juste sur votre podcast, j'entends partout le match de l'année, un match de l'année, un match 5 étoiles, un match sur Cage Match à 9 points. Ouais. C'est devenu. Mais moi, je me suis dit, en tant que fan, qui, comme tu le sais, qui ne regarde pas 50 heures de lutte parce que j'ai une vie, mais je me suis dit, comment il peut y avoir de matchs de l'année? Il ne peut pas avoir 150 000 matchs de l'année. À chaque semaine, il y a des matchs de l'année. Match de l'année, en anglais, on dit Match of the Year Candidate, match de l'année potentiel. C'est-à-dire que, pour moi, quand tu regardes un match, tu fais comme, OK, mais lui, là, ce match-là, à la fin de l'année, est-ce qu'il y a une chance de faire partie de ma courte liste de matchs que je pourrais considérer comme le match de l'année? C'est un peu ça, en fait, le thinking. Fait que quand tu vois un match, tu as des bons matchs, tu as des excellents matchs, puis tu as des matchs où tu fais comme, OK, ça, ce match-là, à la fin de l'année, il risque de faire partie de cette liste-là. C'est un peu ça l'idée derrière dire match de l'année. C'est pas que ça va être le match de l'année, c'est qu'il y a une chance de l'être. Je comprends, mais tu as dit ma courte liste et Ouais. toi, entre autres, à chaque semaine, tu parles d'un match de l'année potentiel. Autant Indie que WWE ou que All Elite. Une courte liste, si tu en as 2 par semaine, ça fait quand même 104. Mais il y a quoi en moyenne? Il y a, mettons, là, si tu prends juste WWE et AEW, OK? Ouais. Tu oublies les pay-per-view, OK? Avec Ouais. NXT, OK? Donc, c'est 3, c'est, mettons, 5 shows par semaine avec, je sais pas, moi, en moyenne, 4-5 matchs par show. Ça veut dire c'est une vingtaine de matchs par semaine. Il y a 1000 matchs. Je n'ai même pas parlé des pay-per-view. Fait que c'est plus que ça. C'est peut-être 1200 matchs. Juste WWE et AEW. Je n'ai pas parlé du Japon. Je n'ai pas parlé des Indies encore. Non. Fait que, je veux dire, si j'arrive avec 60 matchs à la fin de l'année sur 1200, ça demeure une courte liste. Tout étant relatif. Oui. Mais tout étant relatif, mais c'est ça pareil. C'est parce que tu le sais jamais. Tu le sais jamais, puis j'aime pas ça évaluer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je te dirais pas, hey, ce match-là, là, ben là, lui est rendu numéro 1. Je ne me fais pas un classement Non, ça, je comprends. de ça. Ça, je comprends. Mais je sais que, puis des fois, il y a un match qu'en février, je vais te dire, hey, ce match-là, là, lui, il a le potentiel d'être un match de l'année. Puis rendu à la fin de l'année, il ne sera pas là. Ouais. Parce qu'il y a d'autres matchs qui l'ont devancé, puis ben là, il ne fait plus partie de mon thinking pour un match de l'année. Mais est-ce qu'à un moment donné, durant l'année, j'ai pensé qu'il pourrait l'être? Absolument. Tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Puis c'est là où j'avais la conversation avec Kev, justement, sur notre Patreon. C'était-tu au moment où il checkait si c'était le fleuve Saint-Laurent avec Guy Carbonneau, là? En même temps que tu parlais d'autres choses, c'est débile. T'auras cette conversation-là avec lui. OK? Moi. Grâce de m'enfarger sur le tapis roulant à chaque fois. Moi, je réponds à ces interrogations de vie, mais c'est ça. Comme le bois sous la pluie, là, c'est la même chose. Ça, c'était du bonbon. Du bonbon. Je À chaque l'adore. fois qu'il pleut, j'ai peur que mon patio s'écroule. Je l'adore, Kevin. Je l'adore pour boy. ça. Je l'adore pour ça. Donc, tout ça pour dire que, tu sais, c'est comme n'importe quoi d'autre. Si je travaillais dans le domaine de la télévision ou des films, puis j'étais critique de films, mais ça se peut qu'à un moment donné, je dirais, hey, ce film-là, là, ça se pourrait qu'il soit film de l'année, qu'il ait le plus de recettes au box-office, qu'il gagne un Oscar. Puis ça se peut de jouer un autre film, puis je suis comme, hey, lui va peut-être aller aux Oscars, puis hey, ça, cette performance-là d'acteur-là pourrait lui mériter un Oscar. Ça se peut, je le dis souvent dans une année. Et il y en a qui, ça va arriver, d'autres, ça n'arrivera pas. Fait que, tu sais, c'est un peu la même chose pour moi. Ce genre de façon d'analyser la lutte n'est pas différente
de ce qu'on voit dans d'autres sphères. Au même titre que les étoiles de Dave Meltzer, Hmm. il y en a qui vont dire, ben là, il ne faut pas y prendre, c'est l'opinion d'une seule personne. Oui, mais c'est ça la réalité. Tu es assez vieux, Marc, pour avoir connu Hey, Mme... reste poli. Ben non, mais laisse-moi finir. Je m'inclus dans cette catégorie-là. Mais tu es assez vieux pour avoir connu Mme Louise dans la presse, Louise Cousineau, Ben oui. qui était une critique de télé très tranchée dans ses opinions. Ouais. Puis, si Mme Louise disait ta série ou ton téléroman, c'était de la merde, que tu donnais pas cher de la peau de ce téléroman-là, puis ça l'influençait des gens à ne pas l'écouter. Puis à l'inverse, si elle disait que ça valait la peine, ben ça influençait sûrement des gens à l'écouter. Puis ça, René Aumirois pour les films, c'était la même chose. Claude Rajotte pour la musique. Ce que Meltzer fait n'est pas différent, là. C'est l'opinion d'une seule personne. Dans tous ces cas-là, c'est l'opinion d'une personne, mais qui a une grande influence sur son milieu, parce que Meltzer a été celui qui n'a pas été le premier à le faire, mais celui qui l'a popularisé, ce concept-là, puis qui a été longtemps le seul à le faire. Et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, tu sais, pour moi, je comprends les gens qui vont dire, ben là, c'est l'opinion d'une seule personne, il faut en prendre puis en laisser. 100%, 100%, mais ça a une influence sur son milieu. Alors, c'est sûr que quand tu as un 5 étoiles de Dave Meltzer et plus, ben, c'est sûr que, tu sais, il y en a qui vont l'utiliser comme outil promotionnel. Moi, si je fais un combat 5 étoiles, c'est sûr que j'en parle. C'est sûr. Parce que je veux que les gens le voient, ce combat-là. Je veux que les gens voient la performance que j'ai pu donner là-dedans. Au même titre que les lutteurs indie vont partager quand le PWI 500 sort et qu'ils sont dans la liste. Au même titre que les humoristes vont partager des citations, vont même mettre des citations de chroniqueurs sur leur poster pour venir voir leur spectacle. Même chose avec des livres. Si un livre fait partie de la liste des best-sellers du New York Times, ils vont le mettre sur une réédition du livre best-seller du New York Times. Ils ne diront pas combien de copies ils en ont vendu, ils vont juste te dire que c'est sur la liste. Fait que, tu sais, pour moi, tout ça, c'est la même chose dans différents mondes ou sur une partie différente des arts, puis de l'entertainment, puis des spectacles. Puis c'est tout à fait normal de faire ça. Puis ceux qui se fâchent pour ça, ben, je comprends pas ça. Ben, c'est pas une question de se fâcher. Premièrement, je trouve ça vraiment drôle que tu parles des films, des acteurs, tout ça, quelques jours après la sortie de PCO Justice, les Oscars, toute le kit. Wow! Film qui... Je ne l'ai pas vu encore, mais est-ce que ça va être un film qui pourrait être nominé aux Oscars? Écoute, le prochain, ben non, parce que là, celui-là va être après, mais j'ai eu Mathieu Lavigne qui me donne une bonne indication, mettons. L'as-tu vu, le film? Non, je ne l'ai pas vu, moi non plus. Mais c'était juste la question. Exemple, avant toi, j'ai eu David Joie, mon bon ami David, qui, lui, disait l'émotion là-dedans est rendue où? Exemple, il parlait, lui, de Hogan, Ultimate Warrior. Quand il a dit Hogan, Ultimate Warrior, c'est deux gars qui ne seront jamais dans un match de l'année. Ben, jamais. On s'entend, là, Ultimate Warrior est décédé, mais... il parlait de WrestleMania 6. Il parlait de WrestleMania 6. Exactement. Mais il dit, ce combat-là est venu chercher tellement d'émotions. Lui, entre autres, ça il l'a fait grandir en tant que fan de lutte. Alors, pour lui, il dit, l'émotion est où par rapport au côté athlétique dans un combat? Ben oui, mais je comprends ça. Moi, mon film préféré dans la vie, c'est, puis je l'ai souvent dit, puis je pense que ça n'a pas changé, c'est Independence Day. OK. Avec Will Smith. Moi, c'est Les Remplaçants. Bon. Deux films qui ne gagneront jamais d'Oscar, Marc. C'est sûr. Mais est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a le droit d'avoir ce film-là comme film préféré? Est-ce que ce film-là est venu chercher quelque chose en nous qui fait en sorte qu'on tripe sur ce film-là? 100%? Excepté qu'on ne dirait pas dans une tribune que c'est le film de l'année. On le sait, nous, qu'on l'aime, mais c'est ça que je trouve qu'est la différence. Oui, tu dois ton... Attends, Marc, il y a une différence entre match de l'année et match préféré. Moi, je vais regarder une carte de lutte.
Puis je suis capable de dire, OK, ce match-là va peut-être être un match de l'année. Par contre, ce match-là, hey, ça, c'était mon match préféré de la soirée. Ouais. Pour d'autres raisons. Pas Ouais. nécessairement pour les mêmes raisons. Et pour les mêmes raisons qu'il y a une différence entre gagner un Oscar puis, par exemple, finir premier au box-office à la fin d'une année. Ouais. Il n'y a pas un film de Marvel qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Par contre, c'est les films qui vont chercher le plus de recettes. Warrior Hogan a attiré, je ne sais plus, 60 000 personnes à Toronto, mais ça n'a pas été le match de l'année. Non, Hogan André, WrestleMania 3, c'est la même chose. Et même que ce film-là, mon Dieu, ce match-là a une importance encore plus grande que le work rate du match comme tel. Ouais. Tu sais, Hogan Rock à WrestleMania 18, j'étais là à Toronto. Ça demeure un de mes matchs préférés à vie, mais je le sais que c'est pas un match de l'année. Non, je Tu sais, comprends. pour moi, l'émotion est là, puis il ne faut pas nécessairement enlever l'émotion. Puis encore plus, un match qui a un super bon work rate et qui vient te chercher en émotion en plus, ben pour moi, c'est le total package. Cody contre Dustin Rhodes à AEW, ce match-là, pour moi, est rempli de toutes ces cases-là. Puis ça a été un match 5 étoiles, puis ça a été un des meilleurs matchs cette année-là également. Mais en plus, tu avais l'aspect émotif qui venait s'ajouter. Fait que pour moi, je comprends ce que David dit, mais c'est des cases différentes. Un Ouais. n'empêche pas l'autre. Ouais. Et l'émotion peut aider à un match à être encore meilleur. Puis la façon que les fans vont réagir peut aider aussi. Mais tu peux avoir un excellent work rate match de 5 étoiles qui n'aura peut-être pas attiré beaucoup de spectateurs ou qui n'aura pas été chercher la même charge émotive, et ça peut quand même être le match de l'année, tout comme ce film-là va gagner le score du meilleur film, mais c'est jamais celui qui va aller chercher le plus de recettes. Fait que pour moi, j'aime ça faire ces comparables-là parce que je trouve qu'on le comprend dans d'autres industries, le film, la télé, la musique, puis on dirait qu'à la lutte, on perd ces repères-là, alors que pour moi, c'est la même chose. Tu sais, dans le fond, je voulais amener la discussion parce qu'on l'entend trop souvent. Pour moi, pour moi, l'entendre à répétition dans tous les podcasts, les émissions, match de l'année, pas match de l'année, mais possible potentiellement. À un moment donné, il y a de quoi qui ne marche pas que je ne comprends pas, parce que tu ne peux pas avoir. Toi, tantôt, courte liste. Avant que tu fasses la nomenclature du nombre de matchs qu'il y a dans une année, mais pour moi, quand tu as dit courte liste, dans ma tête, c'était 5 peut-être. Puis après, on l'a expliqué, puis c'était rendu une courte liste de 60. T'sais? Fait que j'espère que les femmes que tu courtises, tu n'as pas une courte liste de 60. Là, tu mélanges les dossiers. Puis je te confirme qu'ils sont tous en bas de 60 au moins. Mais, parle pas de l'âge. mais tu vois, juste quand j'envoie mes ballots pour les prix de l'année au Québec, dans la catégorie match de l'année, j'en ai toujours une vingtaine. Toujours une vingtaine. Et ça, je veux pas, c'est 1 par 2 semaines. Ouais. Tu sais? Pour une industrie qui est une fois par semaine. Là, ce qui est le fun, ça veut dire que la lutte est bonne. Ben, ça veut dire qu'il y a potentiellement des. Ben, ça dépend. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'il n'y a pas vraiment de choix. Mais ça, je le sais avec les votes plus, mais j'essaie toujours d'en mettre. Au cours de l'année, je parle beaucoup au Booker. Il y a des gens qui m'envoient aussi des matchs en me disant hey, ce match-là devrait être sur. Bon, parfait. Et à la fin de l'année, je bâtis ma liste. Maintenant, tout dépendamment des votes, c'est là que je vais voir s'il y a vraiment des matchs qui se sont démarqués. Si le vote est vraiment splitté, puis genre, j'ai 20 matchs qui reçoit des votes parce qu'il faut que les gens m'envoient leurs 5 premiers. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas un match qui a vraiment sorti du lot. Ouais. Alors que si je vois qu'il y a un match qui reçoit le plus de votes de première, deuxième place, puis le reste un peu plus splitté, ben là, OK, ça veut dire que ce match-là, c'est vraiment démarqué. Mais ça, je le sais une fois que les votes arrivent et non pas quand j'envoie les bulletins de vote, parce que j'envoie toujours à peu près une vingtaine. Jamais ça arrive, j'envoie juste 8 matchs. Parce que s'il y a juste 8 matchs, je veux dire, ça veut dire quoi sur le reste? Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de bons matchs. Mais ça se peut que ça soit ça, Pat? Ben, ça se peut que ça soit ça, mais en même temps, j'aime envoyer une liste un petit peu plus longue pour donner plus de choix parce que justement, là, c'est pas la même chose que WWE ou AEW ou tout le monde n'a pas tout vu au cours de l'année. Fait que des fois, j'aime en laisser
plus d'options. Comme ça permet à certains d'avoir justement ces options-là. Ils vont essayer de. Là, maintenant, avec YouTube, ils peuvent au moins aller voir certains matchs. Puis, fait que, tu sais, ça donne un peu ça. Mais je comprends là, que ça peut paraître beaucoup une courte liste de 60 ou 70. Mais quand tu la mets en relation avec le nombre de matchs qu'il y a dans une année, ben, c'est pas tant, puis c'est beaucoup en même temps. À la fin de l'année, jamais je me pose la question entre 60 matchs. Cette liste-là, elle est beaucoup plus courte, mais ça se peut qu'au cours de l'année, j'en ai nommé 60, mais c'est parce que ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui débarquent de la liste. Là. Ils se font Il y en a qui bumper. débarquent, ben, ils se font bumper, c'est sûr, C'est c'est sûr. normal. C'est C'est normal. sûr. Mais comme je te disais tantôt, ça veut dire que la lutte en général se porte très bien. Ça veut dire que la lutte, pour moi, la lutte, elle est meilleure qu'elle n'a jamais été. Je veux dire, tu sais, pour moi, la lutte s'améliore d'année en année. Les gens, des fois, le pensent pas comme ça parce qu'ils sont attachés à ce qu'ils Au ont vintage. connu quand ils étaient plus jeunes. Puis pour eux autres, tu sais, au même titre que pour des gens, il n'y a rien qui va battre la musique des années 90 ou la musique des années 80 Ouais. ou la musique des années 2000. Moi, j'aime évoluer avec les années. Fait que pour moi, non. Pour moi, la lutte évolue pour le mieux, puis que la lutte d'aujourd'hui, elle est meilleure qu'elle était avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des bonnes choses avant, mais pour Exact. moi, la lutte, de façon générale, elle est meilleure qu'avant. Puis on le voit, il y a beaucoup plus de bons matchs qu'il pouvait y en avoir à une certaine époque. Puis oui, tant mieux à ce niveau-là. Pat, merci beaucoup, mais en terminant, je viens de recevoir un texto de Oui. Handsome JF, ou devrais-je Oui. dire The Handsome JF. Dis à Pat Lecoy des Alarmes Laprade Ah, que mon combat contre Mike Santana devrait être un des combats de l'année. bon, ben c'est quand la date de ce match-là? C'était à Simmania 9 et c'était le 10 mai dernier à Wallinac. Ah oui, c'est vrai, contre Santana, excuse-moi, oui. Parce que là, son prochain match est contre Tommy Dreamer, right? Exactement. Et voilà. Ben, je ne l'ai pas encore vu contre Mike Santana, mais dis à JF qui m'envoie le match. Ça me fait plaisir de le regarder, puis ensuite de l'appeler pour lui dire les choses qu'il a faites de pas correct dans le match. Pat Laprade, toujours un plaisir. Merci beaucoup de ton temps. Hey, merci Marc, à la prochaine. JMT Collection, un partenaire de haut niveau du CIM, vous propose 2 encans mensuels. Un silencieux et leur fameux JMT Alcool, c'est à découvrir. Suivez-les avec leur impressionnante collection de rondelles, de photos, le tout autographié et venant avec un certificat d'authenticité. De plus, leurs conseils pour vos projets de collection vous seront assurément utiles. Informez-vous pour les encadrements spéciaux, chandails, photos et autres. Le CIM remercie JMT Collection et vous invite à les suivre et à les encourager. Mesdames, messieurs, sur le podcast, on est sur le bord de voir la grosse main. Non? On voit pas la grosse main? Non, on a déjà parti l'enregistrement, Marc. Wow! Alors, on a le professeur Bertrand Hébert et ça m'a fait rire, Bert, parce que hier, j'ai parlé avec Richard le Magnifique Charland, qui, par l'entremise de quelqu'un, a écouté l'entrevue qu'on a fait, toi et moi, il y a plusieurs semaines sur sa carrière, mais qui a été diffusée cette semaine. Et il t'appelait le maire de Beauharnois au téléphone dans la conversation. Il dit, c'est qui déjà le maire de Beauharnois, là, Hébert? J'ai dit, Bertrand. Il dit, oui, c'est ça. Le maire de Beauharnois. Fait que probablement que j'ai dit ça dans l'entrevue. Sûrement que t'as dit ça. Bertrand, au nom de tous les sim maniaques, tous ceux qui écoutent le sim, on n'a pas eu la chance de te dire, mais on t'envoie nos sincères condoléances pour la perte de ta mère qui est arrivée récemment. Tu es le 3e invité cette semaine après David Jouan, le Casanova des pauvres. C'est cela. Pat Laprade. Et maintenant, le professeur, pour savoir, pour toi, un combat de l'année. Parce que, à un moment donné, à titre de auditeur de podcast,
en m'entraînant. J'écoute plusieurs podcasts et à chaque semaine, j'entends ça pourrait être un combat de l'année, autant du côté indie que du côté WWF ou du côté de All Elite, TNA, etc. Moi, je me suis dit, en tant que fan de lutte, ben ça ne peut pas avoir à chaque semaine des combats possibles, combat de l'année. À un moment donné, tu sais, combat de l'année, pour moi, il n'y en a pas beaucoup, là. Fait que je voulais savoir, et juste te dire, parce que tu n'as pas eu la chance d'écouter l'entrevue avec David Jouan, lui, il parlait, entre autres, puis il disait pas que c'était un combat de l'année, mais il comparait les émotions. Alors, c'est sûr que, mais je te dise les deux noms des gars qui se sont affrontés, Ultimate Warrior et Hulk Hogan, c'est sûr que ça ne sonne pas combat de l'année du tout. Mais lui, jeune, ce combat-là en émotion est venu le chercher et ça reste un moment. Mais on dévie du sujet. Je suis d'accord qui est- avec David sur ce combat-là. Bon, ben bravo. Pour toi, est-ce que c'est normal qu'à chaque semaine, il y ait des combats potentiels à devenir le combat de l'année? Ben, c'est parce que les gens ont tendance à se trouver des candidats au fur et à mesure que l'année arrive. Donc, au fur et à mesure que l'année arrive, on va mettre un candidat sur la table, mais au fur et à mesure que les bons matchs vont s'accumuler au cours de l'année, mais il y a des candidats qui perdent leur titre de candidat, là. Moi, c'est un peu de même que je le vois. Je trouve qu'il y a un gros problème avec ça, là, le match de l'année. On semble vouloir toujours rechercher le match de l'année, par contre. Ouais. Puis le match de l'année sur la scène indie, puis le match de l'année à la WWE, c'est pas exactement le même jugement qu'on doit porter là-dessus. Pourquoi? Parce que, comme Pat Patterson dirait, c'est pas le cirque du soleil, cette affaire-là. C'est pas une question de notes, puis de parfait, puis de coefficient de difficulté, là. Et on a tendance à afficher ou à accoler match de l'année la minute que les gens ont fait des combats spectaculaires avec des coefficients de difficulté à n'en plus finir. Puis qu'on a vu des choses incroyables ou qu'on n'avait jamais vu avant ou qu'on ne voit pas souvent, ou etc. Alors que pour moi, un match de l'année, il y a une composante importante, surtout pour les matchs de la WWE, où c'est la combinaison de ça, un match excellent, sans faille ou presque, mais qui est tellement puissant dans son histoire. Ultimate Warrior et Hulk Hogan étant un exemple du passé. Mais pour moi, l'an dernier, peu importe ce qui s'est passé à All Elite Wrestling comme combat de lutte, où on a repoussé les limites du corps humain, le match de l'année, c'était Drew McIntyre puis CM Punk dans Hell in the Cell. Parce qu'il y avait une histoire en arrière de ça, puis ils ont livré un excellent Hell in the Cell, peut-être un des meilleurs en termes de lutte. Et il y avait en tout ça une histoire, puis un lien émotionnel avec les gens, avec l'histoire du bracelet qui dépassait tout ce qui a été fait durant toute l'année 2024 à All Elite Wrestling, aussi bon Will Ospreay peut être. Et c'est là qu'est le danger, puis parfois, on se laisse emporter un petit peu, là. Je veux dire, Dave Meltzer donne des notes de 4 étoiles puis 5 étoiles à des matchs qui viennent en ce moment à avoir des notes qui sont supérieures à des finales de pay-per-view, de Ric Flair, puis des meilleurs matchs qu'on a pu voir par le passé, ou égales. Pourquoi? Qui fait zéro sens. Parce qu'au niveau des coefficients de difficulté, oui, c'est un match spectaculaire, mais au niveau de l'émotion, de l'importance, puis si on va s'en souvenir dans 10 ans, puis si les fans étaient investis dans l'histoire ou si c'est juste un bon match. Et c'est là la différence. Sur la scène indie, comme tout le monde, on ne voit pas tout. Souvent, le bon match avec l'invité spécial va être en haut de la liste parce que c'est pas tout le monde qui suit les histoires. Puis même s'il y a une bonne histoire à un endroit, la qualité de la lutte est parfois déficiente. Fait que souvent, qui a eu le meilleur match, c'est souvent qui a eu le match le plus spectaculaire ou qui a fait le plus parler ou que les gens se sont déplacés plus pour trouver une façon de le voir s'ils ne l'ont pas vu en personne. Mais à la WWE, c'est vraiment important l'histoire qui vient en arrière de ça. C'est comme une espèce de... C'est en anglais, comment ils disent ça, là? Je cherche l'expression, mais tu sais, c'est cut lightning in a bottle.
C'est d'attraper l'éclair dans la bouteille. Il n'y a pas vraiment de bonne expression pour ça en français. OK. Et c'est très rare. Et à la base, ça devrait être très rare également. Là. Ben À la oui. fin de l'année, à la WWE, tu ne devrais pas avoir plus que 4 ou 5 candidats à un match de l'année. Là. Puis c'est relativement rapidement dans l'année, souvent, ces matchs-là vont venir s'enclencher. Tandis que sur la scène indépendante, on peut se ramasser souvent à cause qu'on ne voit pas tous les matchs en même temps, puis au même moment, puis on n'est pas tous investis dans les histoires de chacune des fédérations. C'est pas rare de voir 20 candidats potentiels. Là. Parce que chaque fédération va avoir son match de l'année ou va avoir son candidat ou ses candidats de match de l'année. Mais toujours basé souvent. Et là, comment venir le choisir? Ben, comme tu ne vois pas tout égal, puis comme tu n'es pas investi dans certaines histoires, ben, au final, c'est souvent le match le plus spectaculaire qui va le remporter, là, ou le match qui a fait le plus parler qui va le remporter. Et ça, c'est le danger. Je le vois de plus en plus avec les plus jeunes. Il y a ce souci de performance-là, puis de coefficient de difficulté qui est comme inséré dans le match. On se pose souvent pas la question, est-ce que ça devrait être là? Est-ce que c'est logique que ce soit là? Mais non, ça va être cool. Et ça va être cool, c'est pas toujours une bonne raison pour faire quelque chose dans un combat. Et tu sais, c'est pas les Olympiques en patin de fantaisie, c'est pas la gymnastique notée sur 10, et oui, ça se rapproche un peu du Cirque du Soleil en termes de spectacle, mais le but n'est pas d'impressionner les gens, c'est de créer un lien émotionnel, et on peut revenir à notre Ultimate Warrior contre Hulk Hogan. Le lien émotionnel de cet affrontement entre le champion intercontinental et le champion du monde, invaincus chacun de leur côté, les deux titres en jeu, dans un stade, à WrestleMania, babyface contre babyface. Il y a toute une gamme d'émotions et de premières. Et bon, les gars ont pratiqué, les gars ont travaillé fort, puis c'est potentiellement un des 2 meilleurs matchs de la carrière de Ultimate Warrior. Et c'est pas toujours parce qu'on a un bon match que c'est un match mémorable. Quand ils ont eu le combat revanche à Halloween Havoc, ils ont répété beaucoup des éléments de ce match-là, mais ce match-là à Halloween Havoc est terrible. Ouais. Parce qu'il n'y a pas aucun lien émotionnel avec le match. Donc, c'est heel contre babyface. Il y a plein de dynamiques qui sont pas là de la première version de ce match-là. Pat me raconte dans son livre, d'ailleurs, qu'il était tellement fier de ce match-là. Il était dans la foule, puis il pleurait parce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Puis ils ont réussi à exécuter la production puis l'émotion qu'ils voulaient aller chercher dans ce match-là. Puis le Ultimate Warrior lui-même pleurait dans les vestiaires. Ils l'ont retrouvé plusieurs heures plus tard, caché dans un armoire à balai. Il était en train de pleurer tellement qu'il était émotionnellement touché comme par la réaction puis la réussite du spectacle. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, selon moi. Et tu peux lire l'émotion aussi sur les gars, la déception de Hogan, la fierté du Warrior, tout ça est là dans le match. Donc, tout ça vient jouer beaucoup sur ce qui est un match d'année. Ensuite, ce qui vient jouer aussi beaucoup sur un match d'année, c'est aussi la personne qui juge. Hein? Ben oui. La personne qui juge. Donc, c'est comme n'importe quel jugement qui est porté dans un match d'année, c'est basé beaucoup sur la personne qui va le décider. Et on peut, comme n'importe quelle opinion, être d'accord ou pas d'accord avec cette opinion-là, ça demeure une opinion. Il faut aussi toujours se rappeler ça. Par contre, il faut essayer de se mettre des bases décisionnelles de ce qui est un match d'année, puis pourquoi ça reste un match d'année tout le long de l'année. C'est vraiment, il faut essayer de voir, tu sais, est-ce qu'il y a un lien émotionnel? Est-ce que la lutte en telle... C'est sûr, la lutte, faut c'est sûr que si les gens s'enfargent dans le tapis puis tombent en bas des câbles, ça vient de perdre des points rapidement. Ça en prend beaucoup pour se sauver avec le match de l'année si tu t'enfarges dans les câbles. Mais je t'arrête parce que ton premier point était le côté émotion. Et j'ai l'impression que tout ce que j'entends dans le match de l'année, c'est l'émotion. On met ça de côté, puis c'est 90% les pirouettes, puis repousser la limite, puis peut-être 10% d'émotion, et encore, je ne suis pas certain. Et encore dans certains cas. Je suis d'accord avec toi. C'est mon
ma principale critique là-dessus, et c'est la principale chose que les gens devraient se poser comme question en termes de match d'année, surtout quand on regarde les produits télévisuels, là, que ce soit TNA, All Elite ou WWE. Je veux dire, à date, là, j'ai pas de match qui me viennent en tête comme ça à la WWE que je vois comme un match de l'année comme tel pour l'instant. Je pense qu'à WrestleMania, on a passé à côté dans plusieurs cas. Il n'y a rien qui est venu émotionnellement nous chercher. Penta et Ray Phoenix sont là, ils ont fait des matchs spectaculaires, mais à date, ils n'ont pas sorti personne un match de l'année. C'est assez à suivre un petit peu comment les choses vont aller de ce côté-là. Mais effectivement, je pense que tout le monde devrait se regarder dans le miroir et dire, donne-tu match d'année parce que c'était vraiment un match qui émotionnellement est venu me chercher, qui a été plus loin que je pensais, puis que j'ai été investi durant le combat, ou c'est le match le plus spectaculaire que j'ai vu cette année. Ouais. Parce que le match le plus spectaculaire que tu as vu cette année, on va l'oublier tout le monde dans un an ou dans Parce 6 qu'il y mois, a parce qu'il y quelqu'un a qui des va matchs faire plus. spectaculaires toutes les semaines. Puis il y a quelqu'un qui fait toujours plus jusqu'à temps qu'arrive une tragédie ou quelque Ouais, chose. Là, je veux puis, dire, on peut ramener Ray Phoenix sur le tapis. Là. Il s'est disloqué le bras de façon assez spectaculaire dans un spectacle de All Elite Wrestling. Personne ne se souvient de ce match-là. non. Il y a un gars qui s'est cassé la chambre d'une façon très, très spectaculaire. Personne ne se souvient vraiment de ce spot-là non plus. Même si le gars est revenu à la télé, on n'en a pas fait cas. Le gars est toujours dans sa même position. Fait qu'il y a aussi pour les lutteurs une grosse question à se poser. Qu'est-ce qui est le plus important? Créer ce lien émotionnel-là avec tout le monde, dans l'assistance ou dans les différentes foules dans lesquelles on performe, pour que justement on veuille suivre notre carrière, acheter notre merch d'un spectacle à l'autre, suivre nos exploits sur Internet quand on va ailleurs, ou on veut que durant le moment, les gens disent Holy shit. Mais le moment de holy shit dans ta salle, oui, c'est correct, mais en principe, ce holy shit moment-là ne fera pas plus d'argent sur ta paye. Peut-être va te faire vendre un petit peu plus de merch ce soir-là, peut-être. 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 Mais si tu te blesses, ça peut être la fin de ta carrière aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que l'investissement sur ce moment-là en vaut la peine? C'est toujours une question d'investissement. Là. C'est une carrière, c'est un body of work qu'on est en train de construire. Puis, garantie que quand vient le temps de faire le suivi pour la WWE, le fait d'avoir le meilleur match de l'année, ça a zéro impact sur une décision de prendre quelqu'un ou de ne pas prendre quelqu'un. Ça va être beaucoup plus dans une question d'attitude, de performance de la base, puis de justement, est-ce qu'il peut traverser pour connecter avec son audience à un autre niveau. Donc, ça, c'est quelque chose. Alors, l'élite, je suis convaincu que le fait d'avoir les matchs les plus spectaculaires possibles est une bonne façon de se faire remarquer puis de potentiellement se faire engager. Par contre, justement, à cause de ce booking-là, basé beaucoup sur la performance, puis ça va être quoi le meilleur match potentiel sur papier, ben souvent, quand ton tour est passé dans cette rotation-là de match de rêve, ben là, tu te ramasses pas à la télé, tu te ramasses à collision, tu te ramasses dans un 3 contre 3 par rapport ou un four-way par rapport. Puis là, t'es 3 semaines sur le banc, puis là, ben là, tu recommences. T'es chanceux parce que là, il a signé quelqu'un de nouveau, puis là, toi contre lui, ça fait un match de rêve. Mais ce match de rêve-là, oui, OK, c'est le fun, on l'a vu, c'est spectaculaire, c'est intéressant, mais c'est juste un match de rêve pour un match de rêve. Puis, je veux dire, des matchs comme ça, tu sais, il y a des exceptions, puis il y a des éléments. On a parlé de Sabu avec Lightning Kid, là, qui est X-Pac. Ce match-là a fait le tour des indépendants dans le temps. On voulait tout avoir la VHS pour voir le match, parce que le match avait été vraiment spectaculaire. Tout le monde en parlait de match de l'année, nanana. Ce match-là, mais il y en a eu plein, là, des matchs, mais c'est le seul qui a survécu aux années parce que X-Pac et Sabu sont devenus des méga stars dans leur fédération respective. Puis c'est un peu ce match-là qu'ils ont fait découvrir par les gens, puis qui ont découlé ensuite pour le booking.
Fait que, tu sais, de tous les matchs de cette année-là, c'est peut-être le seul match comme qui est ressorti parce qu'ils ont fait un match vraiment spectaculaire, puis ça les a fait se faire remarquer ensemble. Puis après ça, ça les a permis d'aller d'étape en étape. Mais ces moments-là sont plutôt rares. Et en 2025, encore plus parce qu'il y a tellement de luttes disponibles. Ouais, Tout le c'est monde vrai. peut promouvoir sur son Instagram ou sur ses réseaux sociaux son dernier combat ou son dernier mouvement spectaculaire. Fait qu'avant, au TikTok, moi, je suis trop vieux pour TikTok, mais c'est quelque chose qui est tout le temps en constante évolution. Fait que garder cette impression-là dans les gens où on se souvient d'un match, où on se souvient d'un moment par-dessus les autres, c'est excessivement difficile. Parce que ça va très, très vite. C'est comme ça que la culture évolue au niveau des médias. Tout le monde peut voir tout presque instantanément. Ouais. À partir de là, il faut continuer de travailler pour justement faire cette connexion-là qui va te permettre, quand tu vas avoir la bonne histoire avec le bon adversaire, de justement créer ton match de l'année. Euh, moi, 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 je pense qu'il y a un problème dans la façon dont les gens envisionnent un match de l'année, plus qu'on a une nouvelle génération d'observateurs qui ont grandi en pensant à ça. Tu sais, la qualité de la lutte, ça devrait toujours être le complément manquant à la fin quand tout le reste est tombé en place. D'accord. C'est que si tu as un match sans faille où les gens s'en fâchent pas d'un câble puis font de quoi de spectaculaire, mais qui fait du sens dans leur histoire qu'ils ont construit puis que tu voulais voir le match. C'est toujours une question. Hein, des fois, on nous met un match sur papier. Ben oui, sur papier, ça a l'air intéressant, mais est-ce que je voulais voir ce match-là? Est-ce qu'on a créé une situation où je voulais absolument voir ces deux gars-là un contre l'autre? Au final, c'est ça la lutte. C'est personnage A, personnage B ont un problème ensemble. Et tranquillement, pas vite, ils vont se faire des mauvais coups et ils vont se retrouver à dire OK, ben là, c'est assez. C'est On toi puis règle moi, ça. un contre un, puis on règle ça. Hein. C'est ça l'émotion finale. Tu sais, je te dis ça, puis j'ai laissé le pouce. The Mais, chair the police. mais tu sais, c'est là. Et c'est cette partie-là qui est souvent oubliée dans le quand on vient de dropper match de l'année, parce que justement, on pense juste, oh, quel coefficient de difficulté, 9,5 sur 10 sur ce saut périlleux ici. Et je vais donner un 8,9 au match pour la qualité globale du match. Mais est-ce qu'il y avait une raison d'avoir ce match-là? All Elite Wrestling vient d'annoncer Okada contre Kenny Omega à All In au stade, au Texas. Ce match-là a brisé la barrière des 5 étoiles au Japon. Est-ce que All Elite a vraiment fait le travail excellent pour avoir, à cause de leur travail et des histoires racontées à All Elite Wrestling, à la télévision, entre ces deux gars-là, ou on se fie beaucoup au final que c'est le combat revanche d'il y a quelques années au Tokyo Dome. Et moi, c'est la seule intérêt que j'ai, c'est que ces deux gars-là ont cassé la baraque au Tokyo Dome 2 ans en ligne. Parce que l'histoire qu'ils ont racontée à All Elite Wrestling pour en venir à ce match-là où ils vont unifier 2 championnats, fait que je suis pas sûr que ça va être vraiment mon match de l'année. Là. Ça va en prendre beaucoup. Là. Puis Okada a juste montré depuis qu'il est rendu à All Elite Wrestling qu'il n'est plus le Okada de cette époque-là. Donc, c'est ça. T'sais, oui, sur papier, c'est en principe un match d'année, mais c'est basé sur des matchs il y a plusieurs années au Japon et non pas sur le travail que les gars ont fait à la télé avec All Elite. Dans ce cas-là, c'est certain. Et est-ce que je me trompe ou Bertrand Hébert n'est pas celui qui se dépêche à aller voir les cotes de Metzer ou le cage match puis tout ça, là? J'ai zéro intérêt à ça. Ma propre opinion a beaucoup plus d'impact pour moi. Je trouve qu'aujourd'hui, on donne beaucoup de passes droits puis qu'on cale promo de l'année ou match de l'année beaucoup trop facilement. Ben, c'est pour ça que j'ai fait l'épisode. Moi, j'ai pensé exactement ce que tu viens de dire. Voyons donc. Puis ton collègue et ami et co-auteur Pat Laprade me disait que sa courte liste des matchs de l'année pouvait contenir 60
60 combats à un moment donné, mais là, ça s'élimine. Mais là, j'ai fait, ben voyons donc, fait qu'on voit pas ça de la même façon. Ma liste se tient à 3-4 pas mal toute l'année, là. Tu sais, C'est ce c'est que. comme à 3-4, j'ai ma liste. S'il y en a un qui est meilleur, il y en a un des quatre qui vient de tomber, là. Tu sais, Ouais. c'est juste. Puis encore là, à date, cette année, je sais même pas si j'ai un match sur ma courte liste jusqu'à présent, là. Ouais. Il y a peut-être les filles à WrestleMania là, qui ont eu un gros match. Si on voudrait absolument avoir un candidat. Malheureusement, c'est le match que je suis arrivé en retard à WrestleMania. Ça a venu jouer un impact sur mon WrestleMania. C'est Mais j'ai quand même revu le match à la télé depuis, là. Mais c'est probablement un des matchs des 2 soirs de WrestleMania parce que là, j'étais pas assis. Donc, j'ai quand même entendu les réactions de la foule. On est arrivé sur le finish, puis on voyait quand même qu'il y avait une électricité dans la foule. Et ça, pour moi, c'est un match de l'année. C'est-à-dire que la réaction de la foule sur place est importante et pas juste des holy shit, là. Il y a cette espèce de pop-là qui est naturelle, qui est vraiment viscérale, qui est une connexion entre les participants ou participantes puis l'amateur de lutte qui est assis là, qui se laisse embarquer par le combat. Exact. Parce que des gens qui se pitchent au travail de 8 tables, qui font exploser des barbelés, puis ouais, donc c'est facile sur le coup d'avoir un holy shit. Mais est-ce que je vais m'en souvenir l'année prochaine de ce match-là? Honnêtement, mon cher Bertrand, je suis content de mon idée de thématique cette semaine. C'est vraiment intéressant. Je suis content, peut-être parce qu'on est des vieux de la vieille. Je suis ton aîné de plusieurs années, on va dire décennies, donne-moi un break. Mais moi aussi, je pense que t'es rendu à quel d'entendre âge, Marc? 67 dans quelques jours. Ouais, une décennie, hein? Ouch! Ouch! Ça fait mal. Bertrand Hébert, un gros merci. Toujours intéressant. Prends soin de toi et on se reparle sous peu pour une autre thématique qui vient chercher des émotions. Excellent. Simmania revient sur la rive sud de Montréal. Simmania 10 sera présenté samedi le 12 juillet 19h au parc municipal de Sainte-Madeleine. Après le succès de l'an passé, Simmania offrira son 10e spectacle avec entre autres la visite de la légende Tommy Dreamer, qui prouvera à Handsome GF qu'il a encore le feu sacré. Aussi au programme, la défense de la ceinture Sim, de l'action en équipe, un hommage à Richard le Magnifique Charland et bien sûr beaucoup d'intensité entre les câbles. Table VIP disponible directement avec Marc Blondin et surveillez lepointdevente.com pour vos billets premium et d'admission générale. C'est Mania 10 à Sainte-Madeleine. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ça fait du stock, 3 entrevues back-à-back. Tu dois être brûlé, partner. Hey, je suis à bout de souffle, là. Je m'entraînerai pas, d'après moi. Toi, Marc, là, le match de l'année, là, si mettons, tu avais le match de l'année pour toi ou le meilleur match que tu as vu, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, je pense que le côté de 1000 prises en 8 minutes, tu le sais, quand je fais mes speeches à Simmania, je dis toujours vendez, vendez, Ouais. vendez, vendez. Je suis pas pour ça. Tu sais, un marteau pilon, tu te relèves tout de suite. Ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Fait que quand eux autres appellent un match de l'année ou un 5 sur 5, c'est très, très technique. Non, moi, tu viens pas me chercher. Je suis un peu comme David, un peu comme Bertrand, on dit. Faut qu'il y ait de l'émotion. Et ça m'a fait rire la première fois qu'ils ont parlé de Hogan Ultimate Warrior à WrestleMania, parce que ces deux lutteurs-là ne viennent jamais dans la discussion des matchs de l'année. Ouais. Ce pas des grands lutteurs. Grands, vous savez ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est toute l'émotion que tu vas chercher avec la foule. Et c'est sûr que tu t'en fâches pas, puis tu manques pas tes moves dans le ring. Là. On s'entend que ça prend quand même une qualité. Mais toi, mon partner... Moi, je vois des deux côtés. Je suis un fan de la lutte old school avec des histoires racontées. Donc, WrestleMania 18 en 2002, Rock Hogan,
la façon que ça a été travaillé, la façon que l'histoire a été montée, juste le lock-up au début, le lock-up, puis là, il se fait pousser. Puis je le fais dans mes matchs encore aujourd'hui quand j'affronte des vedettes. Je reprends des pièces de ce match-là pour raconter l'histoire. Fait que j'adore du storytelling. Je suis reconnu pour ça. J'aime faire ça. Mais de l'autre côté, à TNA, on a eu la chance de décrire Mike Bailey contre Will Ospreay, qui était un feu d'artifice sans arrêt, un match incroyable. C'est un des meilleurs matchs que j'ai pu décrire, que j'ai vu live. Ils ont réussi à incorporer... Live. Ils ont réussi à incorporer un peu de storytelling dedans. Pas énormément. C'est ceux qui sont relevés plus rapidement sur certaines manœuvres, mais je suis capable d'apprécier ce genre de match-là. Donc, je suis un peu entre les deux. C'est sûr que mon côté old school m'amène plus vers du gros storytelling, mais je n'aille pas ça, une explosion comme ça, comme on avait vu Mike Bailey, Will Ospreay. Fait que c'est vraiment nos sentiments à nous, c'est ce que nous, on aime. Fait que c'est dur de dire, de parler contre quelqu'un qui dit ça, c'est mon match de l'année, mais lui a ses raisons pour dire que c'est son match de l'année. Ou des fois, c'est galvaudé en disant tout le monde, c'est tous des matchs de l'année. Non, il ne faut pas capoter non plus. Là. Ben, tu vois, quand notre ami Pat Laprade disait j'ai une courte liste des matchs potentiels, mais sa courte liste, à un moment donné, il parle de peut-être 60 combats. C'est plus une courte liste, comme je disais. Effectivement. C'est rendu exhaustif. Mais sujet très intéressant cette semaine. Bravo, partner, pour ton anniversaire. Tu as choisi quelque chose d'assez intéressant. Oui, puis j'ai hâte. Premièrement, comme tu l'as dit tantôt, c'est dimanche, il fait beau. Je vais aller me payer à la traite laver à Mustang, qui n'a pas été lavé depuis qu'elle est sortie. Mon épouse reçoit la famille tantôt. Notre patio qui est tout fini, qui est tout beau. Oui, après 5 ans, c'est fini cette histoire-là. Bravo. Commencé l'année passée, arrête. Là. Et puis, ça va être le fun. On mange des smash burgers. Parce que, ouais. Fait que, j'ai goûté ça pour la première fois chez Big Mario Boyer lundi passé. Oui, comment il va, Big Mario Boyer? Il va mieux. D'après moi, il s'est trouvé une nouvelle job. Bon, mais un gars de sa qualité, c'est pas long que ça reste sur le marché. Exact. Ça. Il devait me répondre hier pour me le dire, me le confirmer, mais d'après moi, il s'est trouvé de quoi? On l'annoncera la semaine prochaine parce qu'il s'est trouvé de quoi, on va faire de quoi avec lui. À suivre. C'est sûr. À suivre. Hey Marc, le temps file. Qu'est-ce qu'on a au podcast la semaine prochaine? Une idée qui m'a été rentrée dans la gorge par David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Okay, non, Marc, ça fait 3 fois. C'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. David, on laisse faire mes rimes. Mes lunettes sont... j'ai des rimes de lunettes. David revient souvent à poser des questions sur la période du côté des Europes, de la France, entre 1990 et 2000 quelques pour la télé. Et Raymond Rougeau est arrivé après nous étant le tourneur et moi de la WCW. Donc, on revient avec Raymond pour parler de ses différents partenaires, parce qu'il a travaillé avec Guy Auré, travaillé avec Édouard Carpentier, a travaillé avec Philippe Hartmann, qui est vraiment très controversé, Jean Brassard. Alors, toutes ces périodes-là, tout ce qui est arrivé, je pense que David a 300 questions à poser à Raymond, que j'aurai en entrevue d'environ 1h10 en cette journée de mon anniversaire pour préparer la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on sera là, toi, moi et David, pour une portion, pour mettre la table. The table is put in. Fallait pas que je commence à dire tes phrases, Marc. Non, faudrait pas. Moi, je dis incroyable. Là, je l'ai acheté. C'est correct. Fait que c'est ça. Ça va être l'épisode de la semaine prochaine avec Raymond. Puis Raymond, tellement généreux, intéressant. Fait que même pour ceux du Québec qui n'ont pas connu cette période-là, ils vont apprendre beaucoup de choses, comment ça fonctionne. Pourquoi? Mais j'ai tellement d'affaires à vous parler. Et David aussi, mais je garde ça pour la semaine prochaine. Parenthèse, tu parles de Raymond Rougeau. J'ai parlé avec mon chum Guillaume Lefrançois, journaliste à la presse, puis il est sur des reportages qu'ils vont faire cet été. Il va faire un reportage avec Raymond. Puis j'ai dit, va écouter le podcast que Marc a fait avec Raymond sur la vie sur la route, parce qu'il a tellement été généreux, puis il nous en a tellement dit, puis il va aller l'écouter, puis
je suis sûr ça va l'aider énormément dans sa préparation d'entrevue parce qu'il était vraiment à livre ouvert avec toi, Raymond. Fait que ça va être vraiment intéressant la semaine prochaine. Alors, Marc, de quelle façon King Kong Bundy? Un cadeau Gracieux. de Jocelyn Brun. Ben oui, on le salue, Jocelyn, sûrement à l'écoute. Lui, Et c'est Marc, sûr qu'il est à l'écoute. de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? Ça sera l'épisode 222. Wow, 222. En disant tout simplement, alors qu'il reste 1 minute 3 secondes, À l'enregistrement, je viens de voir ça. soyez-y, mesdames, messieurs,